d'être là et d'être aussi nombreux ce matin. C'était pas évident parce que les 2 premiers petits déjeuners de la création de l'année étaient sur des thématiques très, très larges, très ouvertes, notamment le précédent où on était plus d'une centaine, sur les réseaux, hein, voilà, sur les fameux réseaux clermontois. Et le premier, il était sur le thème incontournable, qui est comment trouver les financements. Et là, généralement, c'est bizarre, la salle est pleine. Je crois que ça intéresse de la personne en anté-création jusqu'aux jeunes créateurs. Tout le monde vient chercher des financements. Et sur celui-ci, on était quand même sur un sujet qui est déjà un peu plus étroit, parce que théoriquement, il ne concerne que des projets en phase vraiment de démarrage. Comment je vais identifier la vraie bonne idée pour mon entreprise. Et puis, entre-temps, hein, entre le moment où on a calé ce petit déjeuner et puis l'actualité, est arrivé quelque chose qui va disrupter notre monde, qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui le disrupte déjà complètement au quotidien. Dans l'étude de Goldman Sachs, 300 millions d'emplois disruptés dans les 5 ans, pas dans les 20 ans, dans les 5 ans, sur la planète. Donc ça veut dire qu'il y a réellement des questions à se poser pour ceux qui sont en phase de recherche d'idées, mais ça tombe bien, vous êtes en recherche d'idées, mais également pour ceux qui ont déjà posé une idée, posé un concept, et puis peut-être même pour ceux qui ont déjà créé. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, on pourrait presque, c'est la discussion qu'on avait avant de démarrer, on pourrait quasiment démarrer ce petit déjeuner en disant que le mot principal, c'est agilité, c'est la capacité à se remettre en question avant c'était tous les 5 ans, maintenant c'est tous les 6 mois, j'en sais rien, mais bon, voilà, cette capacité à être agile, et ça, on va effectivement en parler. Et dans tous les cas, on va essayer de voir un peu les trois étapes importantes. L'idée, ou comment je peux aller trouver réellement une idée aujourd'hui, comment je peux aller essayer de disrupter un peu ma réflexion et aller chercher des nouveaux marchés, des nouvelles idées. Derrière, après, on va essayer de transformer cette idée. Nos experts vont vous aider à transformer cette idée un peu en marché, hein, j'allais dire l'évaluer, savoir la mettre en question, l'évaluer, et puis on prolongera un petit peu, mais c'est pas l'objet principal du débat ce matin, mais on va prolonger sur les éléments essentiels qui font que l'idée devient une entreprise après derrière, c'est comment je vais mettre en place des mesures, comment je vais mettre en place un certain nombre de tableaux de bord qui vont faire que cette idée, je vais la challenger dès le départ et être capable de mesurer qu'elle est bien en ligne et qu'elle correspond bien à ce que je voulais en faire avec mon entreprise. Mais on va démarrer avant tout par vous présenter ce magnifique plateau ce matin, parce que effectivement on a une palette très large ce matin, c'est pas toujours le cas. Là, des fois quand on fait le financement, on a fort logiquement beaucoup de banquiers, c'est très bien. Le Crédit Agricole qui est notre partenaire, on peut que s'en féliciter. Mais là, on a vraiment une palette très large, y compris des Cantalou en force, donc c'est très bien, formidable. Ça c'est une chose. Charles, te donne le micro t'appelle pas de cravate en l'occurrence, le col de cygne. Première présentation, un peu l'homme, le parcours, et puis j'allais dire, voilà, ce que tu es aujourd'hui. Alors, il faut bien maintenant. C'est qui, quoi. Oui, il faut Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Charles Marginier, je suis entrepreneur depuis maintenant on va dire une grosse quinzaine d'années. Je viens du monde de l'informatique, je suis ingénieur informaticien à la base. Très vite en fait, après mon école, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai commencé à entreprendre pendant que j'étais étudiant. Il y a des choses qui se sont bien passées, il y a des choses qui se sont moins bien passées. J'ai eu un parcours, on va dire... reculer un peu, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu un parcours un petit peu fleuri, dans le sens où, pour le coup, j'ai connu des belles réussites, mais j'ai aussi connu de très beaux échecs. Ce qui m'a emmené finalement à voir beaucoup de choses dans beaucoup d'univers différents, et absolument pas que le milieu de la tech. Donc voilà, et aujourd'hui je suis devant vous pour qu'on puisse un petit peu discuter de comment trouver une idée, parce que je pense que sur les 15 dernières années, des idées, j'en ai eu 1500, et des bonnes idées, je sais pas si j'en ai eu une seule en fait. Hein. C'est la question permanente de savoir si on a eu la bonne idée, c'est ça. Ça malheureusement, s'il y avait une vraie recette, on va vous donner des clés, des axes, mais peut-être pas la clé magique. Voilà. Après, j'allais dire, c'est la vie, c'est la vie d'entrepreneur. Sinon, ça serait pas rigolo. Vous êtes prêts à entrer dans ce monde de stress permanent, vous allez voir. Erwan, là aussi même questionnement, l'homme, le parcours, et puis le poste aujourd'hui, la fonction. Très bien, merci. Bonjour à tous. Erwan Cavana, également entrepreneur depuis, oui effectivement pareil, depuis la fin de mes études. Pour le coup, moi j'ai fait un master entrepreneuriat, donc j'ai filé droit sans me poser de questions, sans savoir quoi créer bien évidemment, mais c'est venu par la suite, en créant une première société en technique événementielle sur Paris. J'ai participé à la création d'une deuxième dans le monde de la réalité virtuelle entre Lyon, Clermont, Paris. Et aujourd'hui, parmi d'autres projets dans la restauration
actuellement au Mus Pizza. Je suis responsable de territoire Puy-de-Dôme à BGE Aura, qui est donc un organisme de formation, membre d'un groupe associatif dédié donc à l'accompagnement des entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. On aura probablement l'occasion d'en reparler. BGE, effectivement, une référence sur le territoire. Et j'aime bien, vous voyez, on parlait d'agilité, on passe de la pizza à BGE, à d'autres entreprises. Voilà, c'est peut-être aussi ce qui vous attend. Ça fait longtemps qu'on le répète. Hein. Vous ne ferez jamais le même métier tout au long de votre vie. Je crois que là, on est en plein dedans. J'ai pas radoté ce que disait Charles, mais pareil, hein, le coup des échecs, c'est ce qui m'a construit. Heureusement qu'il y a eu tous ces échecs avant, c'est bien comme ça. Et puis là, ça va un peu mieux, c'est bien. Ouais, c'est ça. On apprend la suite, on verra. On apprend par les échecs. Jean-Louis, alors c'est, non, je vais pas dire c'est le seigneur mais quand même, c'est l'homme qui a vécu aussi, voilà, qui en a fait beaucoup, qui a un parcours extrêmement riche et qui aujourd'hui fait du consulting. Alors là aussi, l'homme, le parcours, c'est ce que tu aujourd'hui. Donc Jean-Louis Boulico, donc effectivement, j'ai commencé par 30 années de salariat, de management, autant 6 années à l'étranger et le reste en France, dans les domaines du service, la restauration et l'hôtellerie. Et depuis 10 ans, donc maintenant j'ai ma structure et j'accompagne donc des chefs d'entreprise, autant des créateurs que des entrepreneurs justement qui sont dans l'échec. L'idée effectivement est de leur permettre de réaliser leurs objectifs, quels qu'ils soient, en leur apportant ce qui leur manque, sachant que très souvent, moi je travaille particulièrement avec des artisans. C'est des gens qui ont une maîtrise technique parfaite, mais voilà, ils ont des lacunes dans la gestion, dans le management. Je t'ai coupé, je suis désolé, j'ai vu que tu... Et juste un petit point, c'est que de ce parcours d'accompagnement de dirigeants, quand ils sont vraiment dans le fond du trou, et ce que je fais, c'est que je reprends leur entreprise, et c'est pour ça que j'ai 2 autres entreprises à côté, qui sont mes anciens clients. Et donc entrepreneur aussi. Exactement. Et Jean-Louis, on voit qu'il est un peu stressé là en début de table ronde parce qu'il a certainement la plus belle voix, le plus beau timbre, vous le verrez quand il est vraiment concentré. Ça fait 3 entrepreneurs qui nous expliquent que l'échec est aussi un parcours. Hein. Donc ça peut être déjà le premier élément de ce petit déjeuner. Billy, alors, effectivement, là après le senior, je vois le junior, mais avec déjà un magnifique parcours. Alors quelques mots sur l'homme, là aussi le parcours, est-ce que vous êtes ce que tu es aujourd'hui? Alors moi j'ai un parcours qui avait été au départ assez varié, mais j'ai fini mes études par un master. Et ce qui m'avait attiré, c'était l'aspect commerce et entrepreneuriat. C'était dans l'intitulé du master, donc c'est pour ça que j'avais fini par ça. En fait, toutes mes études, j'avais toujours une passion pour cet aspect entrepreneurial. Ça fait très longtemps que je me posais la question d'entreprendre moi-même. Et en fait, quand j'ai rencontré David, qui avait créé deux très belles structures, quand je l'ai rejoint 1 an après la création, il me semble, ça a été assez évident de le rejoindre parce qu'il faisait de l'accompagnement auprès de structures, auprès de TPE, que j'avais pour le coup pas mal fréquenté durant mes études et au début de ma vie professionnelle. Et donc, j'avais déjà identifié quand j'étais dans ces structures qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement. Et donc, quand on s'est rencontrés et que David m'a dit qu'il faisait de l'accompagnement sur de la gestion et de la communication pour des TPE, ça a été plutôt une évidence de le rejoindre et travailler aujourd'hui ensemble depuis 6-7 ans maintenant. Ah oui, quand même. Ah oui, longue histoire de couple, c'est ça. C'est ça aussi l'entreprise, hein. C'est souvent de se rencontrer parfois et de matcher avec un partenaire, un associé, qui est peut-être enfin un sujet là-dessus, hein, sur comment choisir ses partenaires et son associé, parce que c'est aussi un vrai sujet. Certains disent que la difficulté de relation avec l'associé, c'est ce qui génère presque la moitié des dépôts de bilan. Enfin, c'est voilà, la relation humaine. Mais c'est pas le sujet du matin. David, là aussi, alors maintenant que la balle est lancée, quelques mots, l'homme, le parcours. Donc tout petit tourner le micro vers toi, voilà, merci. Donc David Perral. Je crois que la base de tout, c'est que je suis fils d'artisan et de commerçant, et j'ai une très forte conviction, c'est que la TPE, c'est une richesse fondamentale pour notre pays, qu'elle est souvent sous-évaluée, sous-estimée. Et j'ai coutume de dire, quand tu es énervé, qu'elle est aussi dénigrée. Donc après un parcours d'accompagnement, avoir été salarié, avoir dirigé des centres de profit,
J'ai travaillé aussi dans le monde consulaire, pour l'accompagnement. Et puis je suis passé du côté obscur en étant d'abord associé, puis en créant ensuite différentes structures qui visent à accompagner les dirigeants, soit par le biais de formation, d'édition de logiciels. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette étape. Et voilà. Ce qui est bien ce matin, c'est qu'on échange avec d'autres intervenants et on se posera la question de comment est-ce qu'on peut aider les dirigeants de TPE, parce qu'il y a énormément à faire. Donc, je partage complètement tout ce qui a été dit sur les échecs, c'est-à-dire que ce qui fait grandir, c'est de se planter, de pouvoir se relever. Il ne faut pas avoir peur. Oui, voilà, exactement. Savoir remettre 100 fois sur l'ouvrage et de redémarrer. Alors, on va déjà démarrer, hein, on va déjà y arriver à démarrer. Malika, alors moi, on se connaît depuis un paquet d'années, j'allais dire. Moi, j'ai toujours suivi un parcours extraordinaire à travers la planète, j'allais dire. Non, mais déjà dans des pays, à s'occuper du digital, de grands groupes, etc. Et puis, on se retrouve ici, tu es directrice, tu vas cofonder une start-up. Alors, tu peux tout juste tourner un peu le micro vers toi, voilà, et nous présenter. Bonjour à toutes et à tous, Malika Itelmouden. Alors, effectivement, moi, j'ai un parcours d'une quinzaine d'années dans le domaine du e-commerce et marketing digital. En France et à l'étranger, donc start-up, multinationale dans l'aérien, et puis PME, donc j'ai piloté un centre de profit d'une quarantaine de personnes et de plusieurs millions d'euros pendant quelques années dans le domaine du e-commerce. Et puis je pense qu'à un moment, il y a une petite voix qui nous parle d'entrepreneuriat et qui nous dit c'est maintenant ou jamais, parce qu'on se trouve toujours des raisons de reporter et de se dire que ce n'est pas le bon moment. Donc il y a 1 an et demi, j'ai quitté le salariat, j'ai enchaîné sur un executive MBA spécialisé entrepreneuriat sur l'EM Lyon. Je voulais sortir du business and only business et puis imaginer un projet à impact environnemental et sociétal, ça veut tout et rien dire, on en reparlera tout à l'heure. Et donc j'ai 2 sociétés aujourd'hui, j'ai une société de consulting qui accompagne les PME et les TPE dans leur stratégie e-commerce et dans leur stratégie de digitalisation. Et puis nous avons cofondé avec un de mes anciens collègues et CTO une société qui s'appelle Spacey, et on en reparlera tout à l'heure. Notre ambition, c'est de digitaliser un secteur qui est peu attractif aujourd'hui, c'est celui du débarras. Voilà. Oui, dit comme ça, effectivement. C'est ça. Mais vous verrez, c'est passionnant. C'est un beau projet d'entreprise. C'est plus un projet. L'entreprise existe depuis combien de temps? L'entreprise est lancée depuis 1 mois et demi. On est en plein go-to-market et justement, on est en train de changer des choses par rapport à l'idée. Et voilà, comment on passe de l'idée. Merci pour l'enchaînement. Comment on passe. Est-ce qu'on n'aurait pas préparé ça là comment on passe de l'idée à, effectivement, à l'entreprise, et Dieu sait si c'est pas aussi simple qu'on pourrait y croire. Mais avant, mon Dieu, il faut trouver des idées. On croit tous qu'on a plein d'idées, puis plus on creuse sur le web, plus on est parfois un peu perdu. Et là, on a l'expert, voilà, celui qui a 1500 idées, mais qui a son catalogue, il vend des idées maintenant. Charles, alors j'allais dire, quelle est ton approche pour trouver cette bonne idée? Est-ce que toi, tu as conceptualisé quelque chose, ou est-ce que c'est... Voilà, comment tu t'y prendrais, ou comment tu t'y prends chaque matin pour trouver de nouvelles idées pour tes entreprises? Alors déjà, il y a un truc que j'ai appris avec le temps, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est-à-dire que c'est bien de chercher une idée, c'est passionnant de se dire je vais essayer de créer ci, je vais essayer de créer ça. Mais déjà, je pense que y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il faut... Je pense que c'est... Est-ce que tu peux couper le micro du milieu? Je crois que c'est celui-là qui grésille. Même pas. Non, on va continuer comme ça. Non, je suis désolé. Je pense qu'il faut briser les tabous. Il faut vraiment briser les tabous et se poser la question quel intérêt vous avez à faire ça? Créer une entreprise, ça peut paraître cool sur le papier, mais ça l'est pas toujours. C'est-à-dire que vous allez vivre des choses qui peuvent être incroyables, mais des choses qui peuvent être beaucoup plus dures. Là, à titre d'exemple, je sors d'1 an et demi de contrôle fiscal. Ça s'est finalisé la semaine dernière. On s'en sort super bien, tout s'est bien fini, tout ça. Par contre, ça a été quand même vachement dur. C'est-à-dire que créer une entreprise, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, mais ça peut aussi emmener de très bonnes choses. Donc, il faut se poser la question. C'est-à-dire que oui, ça peut être par volonté, en fait, de vouloir faire un projet environnemental ou sociétal, c'est une très bonne chose. Mais si, par exemple, vous faites ça pour l'argent, parce que vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, ça ne doit pas être un tabou. Je sais qu'en France, c'est quand même assez compliqué de parler de ça, c'est un sujet qui est technique. Maintenant, quand on a l'ambition de créer une entreprise, il faut vraiment être en accord avec soi-même. Ça, c'est la première chose que je pourrais vous dire. Ensuite, une fois que vous êtes d'accord avec vous-même, que vous savez pourquoi, vraiment dans le fond de vous-même, pourquoi vous faites ça, je pense que pour trouver une idée, il y a 3 critères principaux, qui pour moi sont les 3 éléments clés principaux. Le premier, c'est vos actifs, immatériels ou matériels. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour vous aider à construire une entreprise? C'est vachement important parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir vous servir de ça comme tremplin ou comme d'appui pour construire votre entreprise. Ça vous évite de partir de rien. La deuxième chose, c'est vos compétences.
qu'est-ce que vous savez faire. On le dit pas assez, mais si vous êtes charpentier, vous avez beaucoup plus de chances de réussir à faire quelque chose dans le monde de la charpente que de faire quelque chose dans le monde de l'informatique. Donc il faut bien se poser les questions sur qu'est-ce que vous savez faire. Et une fois que vous avez ces deux paramètres clés, le troisième paramètre finalement qui est un peu plus classique, qui va être soit d'identifier parfaitement un problème auquel, par le biais de vos actifs et de vos compétences, vous allez pouvoir apporter une réponse qui est simple, claire, efficace, ou alors vous allez identifier une opportunité. C'est-à-dire ça c'est pareil, c'est encore une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que créer une entreprise, c'est pas forcément répondre à un problème par une solution. C'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités marché, il se passe plein de choses et que des fois, saisir une opportunité, par exemple, moi aujourd'hui j'ai une marque de bijoux, entre autres, dans mes business. Une marque de bijoux ne répond pas à un problème majeur. Par contre, quand je l'ai créée en 2018, il y avait une vraie opportunité pour se positionner sur ce marché-là, pour disrupter un petit peu cet écosystème-là, qui est un écosystème vieillissant, et donc pouvoir en fait entrer dans cet univers et en tirer profit. Et pour finir, en fait, si je pourrais faire une analogie avec moi, mon parcours plus personnel, je pense qu'entreprendre et chercher une idée, en fait, c'est vraiment une construction à long terme. C'est-à-dire que il faut toujours se baser sur ce qu'on a fait au préalable. Je vous donne un exemple. En 2014, je lance une start-up qui s'appelait FireRank, dont l'objectif initial, l'idée initiale, c'était de créer une super start-up de la tech qui avait pour objectif de faire de la prédiction en se basant sur des classements. Par exemple, être capable de savoir à l'avance qui allait être la prochaine Miss France, savoir quelle était la meilleure paire de ski, etc. Donc vraiment faire de la prédiction. Et quand j'ai lancé ça, le premier mois, le site y recevait déjà 200 000 visiteurs par jour. Donc là, tout le monde autour de moi vient me dire « Mais t'as trouvé l'idée du siècle, c'est incroyable, c'est pas possible. Comment ton site peut faire 200 000 visiteurs par jour ?» Je dis non, mon idée, en fait, elle est presque en fait pourrie en soi, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on ne sait pas du tout où on va. Par contre, ce qu'on sait, c'est que moi, j'ai de gros actifs, parce que depuis plusieurs années, j'ai construit un réseau de sites, et aujourd'hui, à l'époque, je gérais un réseau de sites qui faisait 2 millions de visiteurs par jour, donc j'avais une compétence très forte sur comment emmener du monde sur un site web. Et en parallèle, j'avais des actifs très forts, c'est-à-dire que à l'époque, on parlait de pages Facebook, donc j'avais des grosses pages Facebook avec des millions d'abonnés qui me permettaient de driver un flux vers un site web. Donc je ne partais absolument pas de rien. L'idée que je venais de lancer, elle était vraiment construite sur mon background à moi. Et en fait, toute ma vie d'entrepreneur, je l'ai construit comme ça. En 2018, quand je lance ma marque de bijoux, premier mois, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, on fait 50 000 euros de bénéfices nets. Ça n'existe pas sans levée de fonds. Une marque qui se lance, qui fait 50 000 euros de bénéfices nets, ça n'existe pas. Pourquoi c'était le cas? Parce que du coup, en fait, toute ma marque reposait intégralement sur ce que j'avais construit avant, en l'occurrence, une compétence très forte dans l'art de capter l'attention sur les réseaux sociaux. J'avais lancé une marque de bijoux parce que, étant donné que ma compétence à moi, c'était l'art de capter l'attention sur les réseaux sociaux, alors je voulais un produit qui ne soit pas périssable, qui prenne pas de place à stocker, qu'on puisse envoyer pour pas cher. Enfin, je m'étais fait finalement une checking list qui était pour moi l'entreprise pure et parfaite qui reposerait sur mes actifs et mes compétences. Et en parallèle de ça, à l'époque de FireRank, ça avait été un beau succès cette entreprise. On était à 35 sur la part Dieu. Et on a eu une fin très compliquée. C'est-à-dire qu'on avait fait un bad buzz dans les médias. Moi, je me suis fait détruire sur Le Monde, sur Ouest France, sur l'AFP. Enfin, ça a été vraiment très dur à vivre. Mais à l'époque, ce que je voulais, j'étais clair avec moi-même. J'avais un besoin de reconnaissance profond. Je pense que je m'étais diagnostiqué psychologiquement, je sais pas comment on peut dire ça, mais en fait je voulais quelque chose qui brille, j'avais besoin de créer quelque chose qui brille. Et là en fait j'ai complètement changé de façon de voir les choses dans la manière de construire mon idée, c'est-à-dire que là ce que je voulais c'était plus d'emmerdes, ça c'était clair et net, je voulais limiter les emmerdes au maximum et générer un maximum de profit. Donc oui, ça peut paraître tabou dit comme ça, mais pour le coup ça ne l'est pas, j'étais raccord avec moi-même dans ce que je voulais construire et ce que je voulais faire. Et donc tout mon projet d'entreprise s'est construit comme ça, et aujourd'hui toute ma vie ne fonctionne plus qu'autour de ça, c'est-à-dire capitaliser sur ce que j'ai construit, sur mes compétences passées, sur mes actifs, et associer ça à ma vision de la vie. C'est-à-dire parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand vous créez votre entreprise, c'est toute votre vie que vous engagez dedans, c'est ce qui va driver vos pensées le samedi soir, c'est ce qui va driver votre vie au quotidien. Donc, il faut vraiment être raccord avec ce que vous voulez. Et entre dire, je veux créer une grande start-up de la tech et lever 50 millions d'euros et faire un truc incroyable, magnifique, tout ça, avec ce que ça engage, ou créer, ou reprendre, par exemple, je dis
reprendre un bureau de tabac. C'est deux choses qui sont fondamentalement différentes et qui ne vous apporteront pas du tout les mêmes choses dans la vie. Donc, il faut bien être en accord avec soi-même. Voilà un peu globalement. Alors, globalement, quelle est mon approche. Malika, justement, j'aimerais rebondir là-dessus parce que être en adéquation avec soi-même, ça semble coller à l'esprit de la start-up que tu as, de l'entreprise que tu as créée. Parce que j'allais dire, tu recherches, vu la définition posée, c'est exactement la définition, c'est trouver en soi quelque chose qui te permet de te réaliser et de te dire l'idée que j'ai vue, j'aimerais la faire un peu mon quotidien finalement. Est-ce que c'est un peu l'esprit dans lequel tu as lancé? Tout à fait, que je rejoins le propos de l'adéquation entre l'homme avec un grand H et le projet. Sinon, on risque de souffrir très certainement de dissonance cognitive et on va se sentir mal et puis complètement déconnecté du projet. Donc oui, à titre perso, en tout cas, moi j'ai eu, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une illumination, mais j'ai eu un moment de ma vie où je me suis dit, mais c'est le moment ou jamais. Et c'est ce moment-là qui m'a aidé à construire mon idée. Pour la raconter brièvement, je participais au Rallye des Gazelles en 2021. Et on se retrouve sur le dernier jour avec beaucoup d'affaires dont on n'avait plus besoin, et une femme qu'on trouve au milieu du désert, au milieu de nulle part, dans des conditions honnêtement très très difficiles. On s'est arrêté à peine 30 secondes, je pense. On lui a donné tout ce qu'on pouvait. Et la reconnaissance qu'on a pu lire dans ce regard, on l'avait honnêtement jamais pris. Donc quand je suis rentrée de ce rallye, la question s'est posée en me disant qu'est-ce que je peux faire moi avec mon background e-commerce, marketing digital, en essayant de collecter des effets dont les personnes n'ont plus besoin et de redistribuer à des personnes qui ont besoin. Donc l'idée est partie de là. Et effectivement, elle va encore bouger, on le sait très bien. Mais par contre, mon pourquoi, parce qu'on a tous un pourquoi dans notre parcours entrepreneurial, il est là, c'est ce moment. D'accord. Et alors, Jean-Louis, parce qu'on en a un petit peu parlé avant, l'adéquation homme, entrepreneuriat, projet, finalement, il n'y a pas que l'idée, c'est ça, c'est l'homme au milieu, enfin, là, encore une fois, avec un grand H, effectivement, c'est important sur le... Oui, c'est, pour moi, c'est quoi, effectivement, ce qu'il disait, c'est essentiel. Quand on crée son entreprise, il faut savoir pourquoi, quel est véritablement le projet de vie. Pour ceux qui sont en couple, il faut savoir effectivement que alors je veux pas dire que dans un couple quelqu'un peut créer son entreprise sans être supporté par son conjoint, mais s'il n'y a pas le support du conjoint, s'il n'y a pas le support de la famille, c'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, une entreprise, il le dit, c'est pas du lundi au vendredi, c'est du lundi au dimanche. Et effectivement, ça va occuper tellement d'espace que si on ne sait pas pourquoi on le fait, on le fera mal. Et quand j'en ai parlé avec Frédéric, je me suis basé aussi quand même un petit peu sur mon expérience. C'est que quand je voyais des entrepreneurs qui étaient en difficulté, et je leur demandais mais pourquoi vous avez créé votre entreprise? Et le pourquoi ils l'avaient pas. Et inversement, quand je rencontrais des entrepreneurs qui avaient réussi et que je leur posais cette question pourquoi vous l'avez créé, ils avaient effectivement, à l'image de Malika, je pense qu'elle réussira parce que elle a son pourquoi. Et ça, au-delà de l'idée, c'est de dire pourquoi, quel est mon projet, et je suis tout à fait raccord avec ce qui est dit. C'est vrai qu'en France, quand on dit je monte une entreprise pour gagner des sous, on est mal vu. Mais quelle que soit la raison pour laquelle on monte une entreprise, il n'y a pas de mauvaise raison. Par contre, il faut en avoir une. Il faut avoir un objectif de vie. Pour moi, c'est essentiel dans la réussite. L'adéquation entre l'idée, l'homme, encore une fois, l'homme-femme, effectivement, et la raison qui fait que chaque matin on se lève. Parce que là, voilà. On démissionne pas. Là, c'est le paradoxe. Une fois qu'on est lancé, on démissionne pas. Alors on peut, mais c'est compliqué. Non, mais moi, je peux citer mon exemple. Moi, effectivement, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais déjà un petit peu plus de 30 années de management et de gestion derrière moi. Et moi, pourquoi j'ai créé mon entreprise? C'était, je rejoins ce qui était dit, il y a un peu plus de 3 millions de TPE en France. Moi, quand je vois des gens qui travaillent 70 heures par semaine et qui gagnent à peine le SMIC, je me suis dit, il faut les aider. Moi, j'ai 30 ans d'expérience derrière moi, je peux leur apporter quelque chose. Et effectivement, moi, mon pourquoi, c'est aider les gens, justement, à réussir. Moi, mon pourquoi, je l'aime.
c'est bon. Il va trouver son pourquoi. Alors, quand même, je vais faire un petit tour de table, on va le faire rapidement, mais j'allais dire, parce que tout à l'heure tu parlais de 1500 idées qui dorment, enfin, qui sont quelque part, ou dans des étagères, ou dans l'ordinateur, ou dans une partie du cerveau. Comment naissent ces idées à un moment donné? C'est quoi? C'est un acte volontaire, ou c'est une façon d'avoir les yeux ouverts tout le temps et les oreilles tendues? C'est en écoutant un podcast? Comment tu vas à la recherche d'idées, ou comment elles naissent chez toi? C'est assez étrange en fait ce qui se passe intellectuellement en fait quand tu cherches une idée. C'est que déjà je pense que tous les entrepreneurs, en tous les cas ceux qui réussissent, ont un moteur, ont quelque chose en eux qui les pousse. Moi mon moteur, j'ai jamais réussi à le comprendre et c'est ce qui me pousse à trouver des idées. C'est qu'il y a un truc, je sais pas pourquoi. Dès que je vois des choses qui se passent, j'ai besoin d'en créer une idée, d'en sortir quelque chose. Je regarde un film sur l'entrepreneuriat. À la fin du film, j'ai le cœur qui bat à 120 parce qu'il y a ce truc. Vendez-moi ce stylo. C'est ça. Et qui est inscrit et qui est assez fort. Malgré ça, une bonne approche pour trouver une idée et justement en fait qui va créer ce truc-là, c'est que je pense que les bonnes idées sont dans les interstices. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes curieux, ce qui est mon cas pour le coup, et que vous êtes passionné par plein de choses, eh ben, les idées naissent dans les écarts entre les écosystèmes. Je donne un exemple. Donc, je suis dans le monde de la bijouterie, mais je suis aussi dans la deep tech et le monde de l'IA. Et ben, automatiquement, quand vous couplez ces deux univers qui sont fondamentalement différents, eh ben, il y a plein de choses qui émergent. Et du coup, plus vous êtes curieux, plus vous êtes passionné par les choses et par tout ce que vous vivez, plus vous allez voir qu'il y a tellement de joints, de liaisons et de choses à faire entre tous ces univers-là, qui fait que finalement, les idées, il y en a toutes les... Ouais, franchement, ça peut être... En ce moment, c'est tous les 3 jours, parce qu'avec l'IA qui est en train d'exploser et toutes ces choses-là... On reviendra dessus, parce que c'est un sujet passionnant. Mais c'est les interstices qui, pour moi, sont... Et n'hésitez pas à aller voir Charles qui a ses chaînes sur TikTok ou sur LinkedIn, enfin voilà, mais sur TikTok j'aime beaucoup ta chaîne parce qu'il dévoile tout, hein, il ne cache rien, j'allais dire, y compris comment les bijoux sont conçus, comment voilà, il vous dévoile absolument tout et c'est une richesse incroyable. Erwan, alors avant de parler de la construction d'entreprise avec des choses beaucoup plus sérieuses, les idées pour toi, tu étais entrepreneur, voilà aussi. Comment toi tu conçois cette idée de recherche? Est-ce que c'est très méthodologique, études de marché, aller faire des salons, aller rencontrer du monde, ou est-ce que c'est le matin en se levant dans les interstices? Comment tu vois cette idée-là? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors il y a 2 aspects effectivement. L'aspect pédagogique, on y reviendra. Propose une méthode, une manière de faire pour qu'on puisse se concentrer sur un projet. Ça c'est une chose et c'est l'aspect scolaire, je m'étends là-dessus pour l'instant. Mais si on considère bien le cerveau comme un muscle, en fait, il faut s'entraîner à avoir des idées, il faut s'entraîner à se poser des questions et c'est en créant ce réflexe-là qu'on va avoir les 1500 idées à la minute. Et il a pas dit la minute, là. Non, oui, on n'a pas compté. mais peu importe, blague à part, parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'il y a peut-être 1%, voire beaucoup moins de ces idées qui seront pertinentes, mais plus on va s'habituer à avoir des idées, plus on va avoir un processus de réflexion rapide. Et par la suite, il y a le processus plus pédagogique, plus scolaire, où on va se dire, ok, cette idée, je vais la tremper dans une étude de marché, je vais voir ce que ça donne, et je vais avoir un processus itératif comme ça où je vais faire des allées et venues en me disant ok, ça c'est nul, je laisse tomber et je recommence. Le but étant d'avoir des preuves, parce que l'entrepreneur c'est pas un joueur de poker, en tout cas pas à mon sens. Il n'est pas là pour prendre des risques, il est là pour prendre des décisions, et pour prendre des décisions, il faut avoir des informations pour capter tout ce qui va le permettre d'aller à gauche ou à droite. Et donc c'est là où on va se permettre de dire ça je garde pas, et ainsi de suite. On va filtrer études de marché, prévisionnel d'activité, etc. Il y a plein d'outils qui permettront d'aller au bout de la démarche en ayant, pour finir, un élément vraiment important en tête, c'est peut-être nul, et donc je vais peut-être m'arrêter. Parce que si vous vous dites de toute façon j'y vais, autant y aller et prendre le risque de tester et à grandeur nature, quoi. Ouais. Grande citation de Star Wars, Yoda, fais-le ou ne le fais pas, enfin voilà, mais fais-le ou ne le fais pas, ne laissez pas, exactement. Bon, Jean-Louis, tu as déjà un peu parlé, donc je donne la parole à Billy. L'idée, comment à un moment donné, chaque matin, quelqu'un comme toi peut se réveiller en disant tiens, je trouve des idées. Est-ce que c'est une démarche, j'allais dire, itérative, avec une vraie réflexion, ou est-ce que c'est être à l'écoute, à l'éveil? Comment tu vois ça? Si tu peux juste tourner vers toi le micro, voilà. Déjà, je dirais souvent d'avoir des idées, c'est souvent le soir, enfin pour ma part en tout cas.
Et Avec des post-it sur la table de nuit, c'est ça, non? ouais, souvent voilà, quand on n'est pas sollicité par d'autres choses, on n'est pas devant la télé, on n'est pas devant la lundi, on n'est pas en train de faire autre chose, et vraiment on prend le temps de réfléchir à des choses. On a des idées qui peuvent venir parce qu'on a vécu des choses dans la journée, dans l'année qui a précédé, et il y a des choses qui s'assemblent et ça donne des idées. Après, effectivement, des idées, on peut en avoir plein, enfin, qu'on soit créatif ou pas, on peut avoir plein d'idées qui émergent. Mais souvent, les premières réflexions qui me viennent après avoir une idée où je me dis ça peut être une super idée, c'est que je me pose tout un tas de questions en me disant qu'est-ce qui fait qu'elle est pas bonne cette idée finalement, qu'est-ce qui fait que c'est de la prendre à l'envers finalement, c'est de chercher tout de suite ce qui peut ne pas marcher ou qui fait qu'elle est pas bonne plutôt que de la creuser voilà. un peu naïvement. On le creuse dans un premier temps parce que c'est le premier réflexe qui nous vient. Mais ensuite, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle peut être mauvaise cette idée. On se pose des questions et en fait, si on arrive à trouver des solutions à tous les petits détails, des petits points d'ajustement ou des choses plus grosses, si on arrive à trouver des solutions à tout ça, ensuite on se met à vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on peut la construire cette idée. Mais souvent, ça élimine déjà 99 voire plus des idées qui arrivent. Parce que des idées, on en a plein, mais des bonnes idées, c'est vrai qu'il y en a pas toujours. Après, je pense que il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir des idées qui vont tout révolutionner autour de nous et qui vont exploser, mais souvent il y a quand même beaucoup d'idées qu'on peut avoir sur des choses qui existent déjà, où on peut apporter une innovation organisationnelle ou dans des méthodes de faire, ou apporter une plus-value qui nous incombe à nous en tant que personne, sur lequel on peut avoir des atouts à mettre en avant aussi. Et ça, ces idées-là, elles sont pas plus mauvaises que les autres, et ça peut permettre des fois de répondre à des objectifs où on a un objectif de vie, c'est de pouvoir vivre de son activité sans faire des millions et des millions de chiffres d'affaires par mois. Et ça, des fois, c'est les meilleures idées, c'est les idées sur lesquelles on peut trouver le meilleur compromis entre ce qu'on veut. C'est là aussi la phrase où on dit si c'est un marché où il y a personne, c'est deux hypothèses, soit c'est l'idée du siècle, soit c'est parce que s'il y a personne, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc parfois mieux rester dans des marchés un peu existants, sur lesquels on a des référentiels, sur lesquels on peut mesurer, peut-être partir toujours dans le disruptif et le côté ça n'existe pas, donc je vais être le meilleur. C'est ça, c'est un peu les deux peuvent être envisageables, mais voilà, c'est en fonction du choix de vie, du pourquoi aussi. Vous aurez remarqué que dans la recherche de l'idée, et c'est là où cette table ronde est intéressante, table ronde qui n'est pas ronde, à chaque fois je fais... quelqu'un peut-il me dire pourquoi un jour on a inventé le mot table ronde qui n'existe absolument pas? Mais c'est que quelque part, là on parle de créativité, de recherche d'idées, et vous aurez remarqué que ça va dépendre de votre approche vraiment psychologique. On est réellement, certains d'entre vous vont être des ingénieurs au sens méthodologique, il va falloir une méthode où il va falloir avoir un process, d'autres sont des purs créatifs, je peux me tromper, voilà, tout en étant ingénieur, c'est ça le paradoxe, le paradoxe, mais j'allais dire, et ça vous ne pourrez pas vous refaire. À un moment donné, il va falloir que ça fasse partie de votre parcours, de savoir qui vous êtes. Est-ce qu'il vous faut être accompagné? Est-ce qu'il vous faut travailler seul mais avoir un parcours réellement méthodologique? On va en reparler. Ou est-ce que effectivement c'est en mangeant, en absorbant des milliers d'informations au quotidien que va jaillir le soir en se couchant ou dans la journée? Oui, Jean-Louis. Oui. Après je vais demander à David. Je voudrais rajouter un point, c'est-à-dire que effectivement on parle des idées. C'est vrai qu'il faut pas sauter comme ça. On a une idée le matin et on crée son entreprise le lendemain. Par contre, pour savoir si l'idée est bonne ou non, à un moment ou à un autre, il faut la mettre en application. Je cite juste un exemple, quand j'accompagnais des gens en création d'entreprise, où donc on donnait des conseils et autres. Et un an après, je revois ces personnes qui reviennent et qui étaient toujours en train de réfléchir sur leur idée. Donc, au bout d'un moment, c'est bien de creuser, mais si on veut savoir si l'idée est bonne ou non, à un moment, il faut se jeter à l'eau. C'est ça. On va en parler juste après. On termine juste le côté un peu, la petite lumière. Alors, David, justement, tout ce qui a été évoqué, j'allais dire, comment toi, tu organiserais une recherche d'idées en tant que jeune créateur qui part de zéro? Comment, est-ce que tu structurerais ça? Est-ce que ça serait plus voilà, comment toi tu vois cet aspect-là dans cette première partie de la création d'entreprise? Et Dieu sait si c'est important aussi. Tout le monde n'a pas d'idée. C'est ça. Tout le monde n'a pas il peut avoir une envie de créer ou une obligation. Je me retrouve au chômage par exemple. Je sais que pour m'en sortir, il faut que je crée. Mais comment je m'organise? Tu reformules plein de choses, c'est-à-dire que le projet de création d'entreprise, il y a la question qui était évoquée tout à l'heure par Jean-Louis qui est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Il y a une vraie raison. Ensuite, sur la notion d'idée, c'est ce que disait Billy, c'est soit j'ai une idée qui est sur un nouveau marché ou sur un marché existant. C'est pas la même chose de développer une entreprise
voilà, de devenir couvreur ou de créer quelque chose d'innovant. Après, il y a quelque chose qui doit vous rassurer, ou pas d'ailleurs, c'est qu'il y a un principe généralement au niveau d'une structure, c'est ce qu'on appelle le patchwork food, c'est-à-dire qu'on a une idée, et puis au fur et à mesure des rencontres, l'idée, on va peut-être changer complètement de voie ou l'adapter. Donc entre une idée de départ et ce qui va arriver au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, il peut y avoir une grande différence. Et dans ce que disait Jean-Louis là, c'est qu'il y a un premier niveau, quand on veut challenger son idée, c'est une création d'entreprise, c'est un projet de vie. Un projet de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tous des humains, c'est-à-dire qu'on a un niveau de rémunération qui est nécessaire, voire cible. Donc, quel est-il? L'établir. C'est même se poser la question du temps du lancement, quelle est la notion de perte acceptable? Est-ce que je suis prêt à perdre quand je vais créer mon entreprise? Est-ce que c'est un capital? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est mon couple? Est-ce que c'est ma santé? Ou est-ce que c'est juste une partie de ma rémunération? Ça, c'est un point essentiel. Et ensuite, c'est un projet de vie, c'est aussi... Manika l'évoquait, ça peut être un projet qui a du sens pour vous, ça peut être une notion de développement personnel, mais ça veut dire aussi une organisation et un volume accordé au travail. Et là, il y a quelque chose qui est assez simple, mais pourtant nécessaire à réaliser, c'est de calculer est-ce que vos produits, vos prestations, quelle est la notion de rentabilité nette. La rentabilité nette, c'est pas un gros mot, c'est juste de vérifier que si vous faites ce type de prestation, que vous le vendez à tel prix, que vous intégrez vos charges directes et vos charges indirectes, dans lesquelles il y aura votre rémunération, est-ce que vous allez arriver à vous verser la rémunération que vous souhaitez en travaillant le nombre d'heures que vous avez prévu? Et soyons très clairs, pensez qu'au début, quand on crée, on va travailler un peu plus, qu'on va déborder sur les week-ends. Mais si vous ne mettez pas ces choses de manière pratique dès le début, ça veut dire que vous serez obligé de continuer à travailler 50, 60 ou 70 heures, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Louis, pour arriver à être rentable et à vous verser votre rémunération. Et avec les impacts que l'on connaît aujourd'hui, que ça peut avoir sur la vie, sur la santé. Donc, cette première étape, elle est essentielle, elle se fait simplement. Et je donnerai juste un petit exemple. On a accompagné il y a peu une entreprise de jeunes de Nantes qui font du detailing. C'est comment rendre très très jolie une voiture avec différents procédés. Et ils sont aperçus, on a analysé leurs prestations avant la création, qu'ils avaient une de leurs prestations phares qui était structurellement non rentable. Donc là, douche froide. Et dire, en fait, est-ce qu'on arrête le projet de création? Et en fait, en réfléchissant, c'est juste que cette prestation, ils l'ont packagée avec d'autres prestations qui étaient à côté. Les autres étaient beaucoup plus rémunératrices, ce qui fait qu'ils ont quelque chose de rentable. Et là, d'ailleurs, ils ont finalisé leur partie recherche d'emprunt et ils se lancent. Mais quel luxe de le savoir avant de créer, plutôt que d'avoir fait 1 an et de se retrouver ensuite face à son comptable qui va vous dire la première année n'est pas bonne et on ne sait pas forcément pourquoi. Alors là, on évoque une question importante, qui est la question du temps. Erwan, j'allais dire, dans le parcours du créateur, c'est pas pour rien qu'on dit parcours. Il y a une notion de temps, une notion de est-ce que le temps de conception, il faut le prendre? Est-ce qu'il faut se préparer, le temps de conception d'entreprise, ce temps de réflexion, j'allais dire, et si oui, il faut y accorder combien de temps? C'est quoi est-ce qu'il y a une règle déjà pour commencer, et est-ce qu'il peut y avoir un bon conseil sur cette partie-là? Si je me base sur les parcours qu'on a à BGE, je dirais qu'on est facilement sur 9 mois de parcours, et donc entre le tout début avant de venir nous voir et la suite avant de créer, on pourrait miser sur 1 an et demi. Mais c'est une statistique, évidemment, il y aura des contre-exemples. Mais oui, c'est un processus qui prend du temps. Oui. Je sais pas si c'est le moment de l'expliquer, mais... Non, mais c'est tout. Mais il y a une démarche. On évoquait la notion de temps, donc effectivement, ça peut être... C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. On a parlé de ce que nous, on appelle l'émergence de projet. Charles l'a très bien expliqué. Et merci, d'ailleurs, faudrait que tu viennes intervenir, parce que souvent, l'entrepreneur, il veut foncer, il veut de la technique, il dit oui, mais moi, je veux emprunter, etc. Comme tu disais tout à l'heure, quand il faut du financement, il n'y a pas de problème. Mais toutes ces questions en amont sont indispensables. Important de le faire avant la technique, parce que sinon on a les 2 pieds dans le plat et on se pose plus les questions de savoir pourquoi j'ai envie de créer, etc. Et donc ça prend du temps. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois relatif à chacun. Chez nous, ça sera aux alentours de 2 à 3 mois. Et ensuite, on a la structuration de projet, c'est-à-dire une fois qu'on a la tête sur les épaules, qu'on sait pourquoi on veut se lancer, qu'on connaît l'environnement, qu'on connaît le soutien des proches, des moins proches du réseau, des compétences, donc ce qu'on appelle le profil entrepreneurial. Là, on va entre guillemets mettre les mains dans le cambouis et se poser les bonnes questions pour organiser
le passage au crible de cette idée. Oui, parce que c'est exactement l'idée, il va falloir l'évaluer, il va falloir la confronter au marché, il va falloir... Et ça, c'est du temps. Puis j'allais dire, c'est là par contre, à un moment donné, c'est du physique, il va falloir y être, il va falloir aller se proposer. Alors, est-ce qu'il faut se créer et se jeter dans le vide, finalement, comme on a pu, je sais plus qui l'a dit, voilà, c'est Jean-Louis, je crois qu'il dit à un moment donné, il faut passer à l'acte et il faut se lancer, en acceptant ce qui a été évoqué, l'idée de l'échec, en disant, mon idée est peut-être pas la meilleure. Ou est-ce qu'il faut, est-ce que c'est pas une sorte de proscratination des fois que de remouliner en boucle son idée pendant des mois? Ah oui, les deux. Voilà, on est d'accord. Il n'y a pas de recette miracle. À chaque fois, on essaye de balayer toutes les hypothèses. Chacun d'entre vous est particulier, et c'est juste le conseil d'Erwan ou le conseil de Charles ou de David. L'idée, c'est de travailler son projet en amont un minimum, un certain temps pour concevoir les choses, selon l'ampleur du projet, l'ambition. Évidemment, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais comme j'évoquais tout à l'heure, effectivement, l'entrepreneur il doit trancher ou il doit faire des choix. Et finalement, au bout d'un moment, quand on a fait notre étude de marché, par exemple, on a étudié les fournisseurs, on a étudié les concurrents, on a fait un petit questionnaire avec les moyens du bord, etc. On a récolté de la donnée qu'on va essayer d'analyser pour mettre en place une stratégie. Super sur la théorie, mais dans la pratique, on va manquer de 2-3 chiffres, on va pas être sûr à 100%, comme on n'a pas la boule de cristal, quoi. Donc, au bout d'un moment, effectivement, je suis d'accord, il va falloir tester l'idée, il va falloir se lancer en se disant, de toute façon, je travaille mon projet depuis un certain temps, c'est déjà une réussite. J'ai eu le courage de me dire, allez, je vais travailler ce projet-là. Si en plus j'ai créé et si en plus j'ai eu une expérience pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, etc., ce sera quoi qu'il arrive une réussite. Donc, je reviens sur l'aspect de l'échec qui est à relativiser. Ce premier processus fera que même s'il aboutit sur soi-disant un échec, la deuxième fois ça ira beaucoup plus vite, etc., ce qui permet d'écrémer les idées beaucoup plus rapidement. Alors, on a évoqué l'idée, encore une fois, vous voyez, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des femmes et des hommes qui vous expriment leur parcours à eux. Et c'est intéressant, c'est que, pour beaucoup d'entre vous, quand même, c'est plutôt les réussites jusqu'à ce jour. Il y avait des échecs, mais aujourd'hui, ils sont assis à cette table-là, c'est plutôt les réussites. Donc ça tombe bien, il faut profiter de cette richesse-là. Mais vous voyez que la méthode n'est pas toujours une évidence, parce qu'il n'y a pas de méthodologie, là on est vraiment dans de la créativité, mais il y a quand même un marché à évaluer. Alors, sans trop tomber dans le débat, parce que sinon on peut faire un sujet que sur ça, c'est hyper passionnant. Quelqu'un qui a eu une idée au mois de décembre l'année dernière, il a 2 chances sur 3 de l'avoir jetée, parce que il vient de se passer en 5 mois une explosion de la plupart de nos référentiels autour de l'IA, qui est en train de disrupter, mais vraiment de disrupter, si vous ne l'avez pas perçu comme tel. C'est pas le métaverse, c'est pas un univers un peu sympathique que Zuckerberg voulait inventer. On est réellement dans quelque chose qui, pragmatiquement, aujourd'hui, est en train d'exploser complètement les données. Qu'est-ce que tu peux, toi, qui vis dedans au quotidien, comment tu intègres cette notion-là dans ta recherche d'idées? Est-ce que pour toi, ça veut dire que tes outils, tes entreprises d'aujourd'hui, tu les repenses quasiment, pas à la semaine, mais au mois. Comment tu vois cette arrivée de l'IA dans le quotidien du créateur? Alors déjà, pour quelqu'un comme moi, c'est génial. J'adore ça. J'adore en fait me remettre en question. J'adore pouvoir tester de nouvelles choses. Et il y a une espèce de grand renouveau qui est en cours et qui pour moi fait énormément de bien. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que notre cerveau, il est un petit peu basique pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que le changement lui fait peur et du coup, il n'a pas forcément envie d'y aller. Il va être réfractaire au changement et ça va être assez difficile. Malgré ça, malgré la constitution de notre cerveau, on est en train de vivre, je pense, la plus grande révolution technologique depuis l'arrivée d'Internet. C'est quelque chose qui arrive tous les 20 ou 30 ans. Donc il est vraiment en train de se passer quelque chose de crucial. Et pour les entrepreneurs, c'est vraiment fondamental de le prendre en compte parce qu'on est exactement au même cas quand dans les années 2000, quelqu'un venait vous voir et vous disait pensez que c'est important de faire un site internet, est-ce que je vais sur internet? Oui, clairement, particulièrement pour les grands groupes, mais aussi pour les TPE, PME, parce que internet a permis à l'époque d'augmenter la productivité, de démultiplier les canaux de distribution, vraiment de faire d'être un atout majeur dans le business. Et après, en fait, le temps a révélé tout ça, c'est que ceux qui ont pris le virage internet s'en sont globalement beaucoup mieux sortis que ceux qui ne l'ont pas pris. Et ben on vit la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est que là, on est en train de rentrer dans une ère où la productivité va exploser, où la manière d'entrevoir son entreprise va changer de tout au tout. Alors
Parce que maintenant, par exemple, très concrètement, par exemple dans une marque de bijoux comme nous, eh ben le temps de photographe, on l'a divisé par 4 à peu près. C'est-à-dire qu'on est capable, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, de prendre des petites photos de téléphone et d'en sortir des très grands visuels, des choses qui nous auraient coûté un bras avant ça. Notre support client, on est capable de l'automatiser à 90%, c'est-à-dire qu'en gros, on a appris à notre intelligence artificielle les messages que nous, on avait envoyés pendant 5 ans à nos clients. Pardon, c'est pas bien clair. Et du coup, l'intelligence artificielle... Il y a une très très belle vidéo qui est très bien expliquée. Voilà, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, notre IA répond à nos clients pour nous, et il est absolument impossible pour un client de faire la différence entre notre IA et un être humain. Donc, on gagne encore une fois 80% de productivité sur le support client. On a intégré ça dans le développement, c'est-à-dire qu'au niveau du développement informatique, on a réussi à multiplier le taux de productivité par 2. Donc, il y a cette espèce de changement majeur qui est en train de s'opérer et qui va permettre finalement à tous ceux qui auront pris le virage IA d'être infiniment plus productifs, d'être infiniment plus efficients dans la manière de construire leur entreprise. Et alors, quand je dis des choses comme ça peut paraître complexe, ça peut paraître compliqué, mais finalement, n'importe qui peut le tester très facilement. Par exemple, vous êtes dans la recherche de votre idée. Vous voulez dire comment est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir m'aider à challenger mon idée, à valider que ce que je suis en train de faire, c'est bon ou que c'est pas bon. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur ChatGPT. Je pense qu'à peu près maintenant tout le monde a entendu parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est pas du tout un outil à qui on pose une question et qui va vous donner une réponse. Si vous posez une question, vous allez sur Google. Google, il a 20 ans, 30 ans d'historique. Il vous répondra beaucoup mieux que ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil qui va vous abstraire le raisonnement. C'est-à-dire que jusque-là, on a eu au premier temps les calculettes qui permettaient d'abstraire le fait de devoir faire du calcul mental. Après, on a eu Internet et Google qui permettaient d'abstraire la complexité de l'accès à l'information. Et bien là, un outil comme ChatGPT va vous abstraire la capacité de raisonner. Ça paraît fou, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui apprendre ce que vous voulez qu'il apprenne et pouvoir échanger avec lui pour obtenir les bonnes informations. C'est-à-dire que vous avez une idée, et bien vous allez discuter avec lui, vous allez lui dire, vous allez commencer par lui dire, écoute, voilà, je voudrais que tu incarnes un grand entrepreneur, un entrepreneur de renom. Ta tâche va être de m'aider à déterminer la fiabilité de mon idée. Et donc là, vous allez pouvoir construire toute une conversation comme si vous étiez, je ne sais pas, que vous étiez en train de discuter avec Bill Gates. Vous avez Bill Gates au bout des doigts. Et plus vous allez l'alimenter d'informations, plus vous allez lui dire, voilà, moi, mon projet de vie, c'est ça. Voilà les échecs que j'ai eus, voilà mes compétences, voilà dans quoi est-ce que je suis curieux. Vous allez finalement faire la parfaite, j'ai pas le mot, cohésion de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a dit. Vous allez lui échanger tout ça en mettant vos paramètres à vous, et là vous allez voir que l'incroyable va s'opérer, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'un outil comme ChatGPT va devenir vraiment pertinent, c'est-à-dire qu'il va être capable d'interpréter, d'appréhender l'ensemble de votre contexte et de vous aiguiller pour vraiment essayer d'aller trouver la bonne idée et en voir quelles vont être les failles et les faiblesses. Donc ça, c'est un exemple très concret que n'importe qui, avec aucune compétence, d'aucune sorte en informatique, peut mettre en œuvre là tout de suite en sortant de cette salle. Et après, l'idée, c'est que malgré tout, en tant que chef d'entreprise, notre rôle à tous, c'est de toujours voir comment est-ce qu'on peut développer notre entreprise. Donc, ça ne demande pas de devenir un expert en intelligence artificielle, comme ça ne demande pas d'être un expert en digital, de piloter une entreprise. Par contre, ça nécessite de bien savoir ce que l'on peut faire, comment on peut le faire, pour pouvoir par la suite embaucher des personnes, si c'est nécessaire, qui vont vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Voilà. Et alors, j'allais dire, c'est peut-être au debout de la table, c'est pas opposé, puisque tu viens du monde du digital, mais aujourd'hui, j'allais dire, la volonté et la stratégie de ton entreprise, effectivement, donc, c'est de permettre effectivement de repenser l'utilisation d'un certain nombre d'objets, de matérialités, d'objets qui dorment chez nous. Donc on n'est pas sur ChatGPT, mais on n'est pas loin. J'allais dire, pour toi, est-ce que ça fait sens à un moment donné, tout ce qu'on entend sur l'IA ou autre, est-ce que ça t'apporte quelque chose, ou est-ce que ta boîte, tu as déjà la stratégie, l'idée elle est mature, elle est posée, elle est testée, tu en es où de ce côté-là, comment sur Space? Si on repart de l'idée, effectivement, on a une idée, ensuite il faut l'affiner. Voilà. Alors moi je sors d'un parcours où j'ai été assez mise dans des cases pour utiliser des outils qui existent, que ce soit du design thinking, que ce soit
de l'entretien individuel. Micro, voilà. Comme ça, c'est mieux. C'est bon, c'est mieux. De l'entretien individuel, de l'entretien quantitatif, etc. Avec un gros BP de 70 pages. Alors, je ne sais pas si Céline Ruffier est dans le coin, mais voilà, parce que je pense que c'est la seule qui a lu les 70 pages. C'est Céline, bravo. Elle est dans les crédits, quand même, tu l'as cité. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que là, moi, je suis dans une phase où on est sur exploitation et exploration. Donc voilà, on commence à mettre les mains dans le cambouis et effectivement, on se rend compte que sur le BP, il y a des choses qu'on avait bien vues et donc ça nous valide notre idée. Par contre, on se rend aussi compte qu'en allant sur le terrain, qu'en récupérant des infos de vrais prospects et potentiellement de vrais clients, il y a des choses où en fait on était complètement dans la rue et que c'est le moment justement de récupérer ces insights et puis de les faire, de les intégrer dans l'idée. Et à côté de ça, on est accompagné aussi par une société qui s'appelle John Wayne, qui est expert en design thinking. Ah oui, et c'est là où c'est compliqué, parce que je trouve qu'une fois qu'on a finalisé notre BP et qu'on se lance sur le marché, on ne fait pas que se lancer sur le marché. On continue à côté à ajuster les curseurs, à préparer le plan de financement, à l'adapter, parce que finalement, il y a des choses qui vont pas du tout. Et c'est une vraie boucle itérative. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est challengeant sur le lancement, c'est qu'on doit être alerte, on doit être très humble avec son idée, parce qu'une super idée, si elle ne marche pas, il faut l'accepter, il faut adapter les curseurs. Et notre activité, si on refait le lien avec l'IA, moi je viens du e-commerce, effectivement, il y a 15 ans quand j'étais sur mon master e-commerce, tout le monde me disait mais tu penses que les gens vont payer avec une CB en ligne ? En fait, on est en plein dedans. Aujourd'hui, jamais ils ne font ça. Aujourd'hui, qui dans la salle n'a jamais acheté en ligne, que ce soit un billet de train, un achat sur Amazon ou sur d'autres sites, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et je te rejoins complètement, l'IA, c'est le e-commerce et c'est le Internet de demain. C'est ça, c'est la substitution même du web, c'est l'assistant intelligent qui va... C'est très concret parce qu'en fait, pas plus tard qu'avant-hier soir, je me suis amusé justement parce qu'en gros, là, on travaille avec le groupe de bijouterie Carador et je leur ai montré en fait comment ça m'a pris en 30 minutes, je crée un chatbot qui était donc en ligne sur leur site web, qui était capable de répondre à absolument toutes les connaissances du groupe Carador. C'est-à-dire, tout simplement, en lui donnant à manger toute l'information, toute leur FAQ, tout leur site web. Ça m'a vraiment pris 30 minutes top chrono, et sur leur site en ligne, il y a un chatbot avec qui on peut lui poser absolument toutes les questions. Donc c'est des choses très concrètes, en fait, très palpables qu'on peut mettre en exergue tout de suite. Comme l'IA est un vrai sujet en soi, je vous donne l'information, le 5 octobre, on se donne rendez-vous à l'ESC Clermont. On est en train de travailler ça avec Square Lab. On est en train de monter une table ronde sur l'IA et je proposerai à Charles de nous rejoindre s'il veut bien 5 octobre. Voilà. Voilà, exactement. Donc on va essayer de monter une spécifique IA parce qu'on ne peut pas passer à côté. Vous pouvez passer à côté, c'est pas la question. Mais à un moment donné, tous les métiers vont être impactés, toutes les idées vont être impactées à un moment donné. Mais sinon, on va faire 1h30 là-dessus, c'est pas juste passionnant. Alors, merci Malika de la transition, parce qu'on arrive effectivement sur cette idée maintenant qui est née, mais on en arrive, peut-être David, ça serait quoi les premiers indicateurs à poser pour mesurer son idée finalement? On a eu cette idée, on a lancé l'entreprise, et maintenant j'allais dire, tu l'as très bien évoqué, il y a un business plan qui a été rédigé, 70 pages, etc. Et puis déjà, dès la 3e semaine d'exploitation, on se rend compte que le tableau de bord va dériver, qu'il y a des choses qui vont pas être prises en compte, qui vont pas pu être imaginées avant d'y être réellement. Quels pourraient être les premiers indicateurs à mettre en place? Sur des activités qui peuvent être de production et de service, mais on peut retrouver la même chose au niveau du commerce. Le premier point que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette notion de rentabilité nette. Et encore une fois, c'est pas un gros mot. C'est juste de valider que mécaniquement, mathématiquement, le projet il est cohérent et qu'on va arriver à vivre de ces prestations. Donc, dans les prestations, c'est nécessaire aussi de pouvoir évaluer. On n'a pas qu'une seule prestation, on n'a pas qu'un seul service ou qu'un seul produit. Donc, d'évaluer les rentabilités nettes sur chacun de ces produits, parce que vous pouvez peut-être imaginer de faire 60% de votre chiffre sur un produit ou sur un service, et ces 60% de chiffre ne vont représenter que 15% de votre résultat net. Et à contrario, vous pouvez avoir une activité qui représente que 25% de votre chiffre d'affaires et qui va représenter plus de la moitié de votre résultat net. Donc, c'est bien d'identifier à quel endroit vous allez gagner de l'argent. Et ça peut être étudié si aujourd'hui cette analyse-là elle est utilisée pour toutes les grandes entreprises, mais dès qu'on est tout seul, on peut se l'appliquer simplement. Je pense là juste à quelqu'un qui avait
qu'on avait accompagné sur de la création et qui était de la création artisanale de bougies et avec des boudoirs. Voilà. Et en fait, petit drame, quand on mesure la notion de rentabilité, on s'aperçoit que si elle veut vivre, atteindre son niveau de rémunération, il faut qu'elle travaille 70 heures par semaine. Donc c'est un peu compliqué, ça n'est pas avec le projet de vie. Mais l'un des produits complémentaires, en fait, était lui aussi plus rentable. Et donc, c'est comment est-ce qu'on jongle avec ça. Le deuxième indicateur, c'est la notion de production. C'est combien de temps on va passer à produire. Est-ce qu'on peut être plus efficace? Comment est-ce qu'on peut optimiser? Comment est-ce qu'on s'organise? On a tous l'habitude de se dire quand on crée, c'est pas grave, c'est mon temps. Oui. Sauf que mon temps, je peux pas le multiplier. Nos journées ne font que 24 heures, même si on a des fois l'impression qu'elles peuvent en faire 36. 24 heures, c'est ça. Ouais. Voilà, je me disais, il y a un truc, c'est ça. Et là, ChatGPT n'y peut rien. Donc, on a tout essayé. Et malheureusement, pour l'instant, ChatGPT n'y peut encore rien. C'est ça. Donc cet aspect production est de se challenger sur ce que l'on a prévu et sur ce que l'on réalise. Et ça, c'est valable autant sur les activités de production que sur de service. Typiquement, j'ai échangé avec quelqu'un qui fait des prestats en communication. Et on s'est aperçu qu'en fait, systématiquement, il a un package, mais que quand il prévoit d'intervenir 21 heures, entre le back et le front, enfin devant le client et sa préparation, il n'est pas à 21 heures, mais en moyenne, il est plutôt aux alentours de 27 ou 28. Et du coup, ce temps perdu, il faut le récupérer, donc il faut pouvoir l'adapter. Ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est la notion de commercialisation, c'est-à-dire typiquement, suivant mes typologies de produits, quel est mon taux de transformation. Si je prends l'exemple de tout à l'heure d'un métier sur lequel je sous-évalue mon temps passé, peut-être que j'ai une problématique de rentabilité et peut-être que j'ai 9 devis sur 10 qui rentrent. Donc c'est pas là où je vais me taper sur les épaules en disant t'es fort commercialement. Non, c'est que je suis pas au tarif. Et peut-être que j'ai des activités sur lesquelles je surévalue le temps passé ou la matière première. Donc quand c'est réalisé, au final j'ai une bonne surprise. Je suis pas à 5% de taux de résultat, je suis peut-être à 30%. Mais là j'en ai 1 sur 10 qui rentre. Et donc, j'ai une part de marché que je peux aller récupérer. D'accord. Justement, c'est important ce qu'on vient d'évoquer là, parce qu'il y a aussi le côté positionnement. Je veux dire, il faut savoir où donner, où, il y a le temps, il y a la capacité à comprendre ce que c'est que ça marche, sa marge nette, sa marge brute, etc. Sans BFR après derrière, ce sera la question suivante. Mais j'allais dire, parce qu'avant la croissance, il faut déjà se lancer. Puis il y a trouver sa niche, il faut trouver sa place, il faut se positionner. Comment toi, tu ressens cette partie-là pour un créateur? Est-ce que la question est souvent posée par le créateur déjà? Est-ce qu'il s'imagine pas être un peu trop beau? Je suis incontournable à moi tout seul? Ou est-ce qu'il y a vraiment une réflexion sur le positionnement du produit et sa place qu'il va prendre sur le marché? Je pense que ça peut dépendre du profil de la personne qui entreprend, mais la base à avoir déjà, c'est de connaître son marché, savoir qui travaille autour de nous, qui fait plus ou moins la même chose que nous, même si ça peut être des produits de substitution, mais qui fait la même chose que nous. Et ensuite, c'est de connaître en fait sa valeur, ses forces, ses faiblesses, vraiment se poser les questions de ces deux choses-là. Qu'est-ce que nous, on peut apporter en tant que personne? Et là, ça peut aussi on peut s'adapter un peu plus à l'IA, parce que d'apporter quelque chose, d'apporter de l'expérience, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans le sens où tout le monde peut faire un petit peu tout avec tout ce qu'on trouve sur Internet, etc. Mais c'est d'apporter de l'expérience autour de sa prestation. Ensuite, quand on a fait ça, c'est de savoir donner de la valeur ajoutée à ses prestations, c'est avoir une idée, c'est bien, la développer, ok. Et ensuite, il faut savoir qu'est-ce que nous on apporte de plus que les autres. Quel est notre élément différenciant. Une fois qu'on a fait ça, il y a cette notion de marché, mais il y a aussi la notion de rémunération. Et c'est de savoir est-ce que ce que je fais, ça va me permettre est-ce que ça va être en adéquation avec ce que je veux me verser, avec le salaire que je veux me verser. Pour ça, il y a 3 pistes d'amélioration que nous on peut proposer aussi à des personnes qu'on va accompagner. Il y a du coup donner cette valeur ajoutée à ces prestations. Il y a décorréler le temps qu'on va passer du chiffre d'affaires qu'on va générer. Et ça, c'est trop souvent dans les prestations de services, on vend du temps qu'on passe et en fait tout le temps qui est à côté, qu'on va passer en plus, qu'on va faire du SAV, parce qu'une fois qu'on a vendu une prestation, s'il y a un client qui nous demande un petit truc à faire en plus, on va le faire et on va pas lui refacturer à chaque fois. Donc toute cette notion-là, il faut la prendre en compte. Et une fois qu'on a fait ça, c'est aussi de savoir s'équiper d'outils qui vont nous faire gagner du temps. Parce que du coup, si on gagne du temps et que le temps, c'est pas ce qu'on vend au client, moins de temps on va passer sur une prestation,
tout en gardant la qualité bien sûr, plus on va marger sur ces prestations-là. Donc c'est important de pouvoir décorréler ça. Et là, les outils pour le coup vont pouvoir nous aider à gagner du temps et tout en donnant de l'expérience aux clients. Pour info, aujourd'hui, on a un réseau pour prendre un exemple, un réseau de conseillers qui vont accompagner des clients, des secrétaires indépendantes en fait au départ, qu'on va équiper, sur lequel on va leur donner des outils pour pouvoir accompagner des clients dans la gestion de leur activité au quotidien. On va les équiper, leur donner des outils, leur donner de la formation pour leur permettre aussi d'acquérir des compétences qui vont donner de la plus-value à ce qu'elles font. Et donc, à partir de ce moment-là, une secrétaire indépendante, souvent, elle va vendre un taux horaire qu'elle va réaliser, et toutes les prestations qu'elle va faire sur lesquelles elle va avoir plus de plus-value, notamment du conseil en gestion, et ben là, il n'y a plus de notion de temps passé, elle vend un forfait, un package, et donc les outils qui vont lui faire gagner du temps vont augmenter sa marge, et là, ça devient intéressant pour le coup de s'équiper d'outils performants. Déjà, j'aime bien résumer en disant que nous, on fait rien du tout. C'est l'entrepreneur qui doit. Une marge colossale, c'est ça. Non, mais blague à part, nous, on va transmettre des outils, on va voir l'aspect pédagogue, etc., pour que l'entrepreneur puisse construire tout ça. Ouais. Et donc, effectivement, en amont, il va devoir structurer son projet, comme on l'a dit, le tester, valider les idées, etc., au fur et à mesure. Et il y a une chose importante sur laquelle je voulais rebondir tout à l'heure, c'est que on va pas, encore une fois, chercher à prédire l'avenir. On va construire une version du projet et elle sera fausse. Faut se le dire. Le but n'est pas de te dire, voilà, j'ai prévu de faire 150 000 euros de chiffre d'affaires, je vais me payer tant et c'est bon, c'est verrouillé, j'y vais et je suis tranquille pendant 5 ans. Ouais. Pas du tout. On aura juste acquis une méthode, une manière de faire, des outils qui vont être réutilisés par la suite et dès le lendemain, comme on a dit, au bout de 3 semaines, on se rend compte que c'est pas ce qu'on avait prévu. C'est complètement normal. Mais l'esprit, lui, le cerveau, il a appris, il a la compétence de retravailler son projet éternellement, perpétuellement. On va s'adapter, on va se remettre en question constamment pour ajuster les choses, pour faire face à l'IA si on y est confronté, pour faire face à un nouveau concurrent. Ça, énorme cliché aussi. Oh là là, je laisse tomber mon projet, il y a un concurrent qui vient de s'installer. Oui, c'est normal. C'est une bonne nouvelle parce que on n'est pas le seul idiot à avoir une idée. Et mieux vaut s'en rendre compte avant de se lancer qu'une fois qu'on a tout verrouillé. Et quand bien même, le but étant de s'adapter. Voilà, on va juste profiter de tous ces outils, cette manière de faire, cette posture pour surfer sur la vague constante qui change, qui grandit, qui baisse, etc. Quitte à s'arrêter en se disant, bon, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, 4 ans, 5 ans. Ça marche bien, mais là, avec mes outils, je me rends compte que c'est plus pertinent. J'arrête, je passe à autre chose. Et de construire justement sur ces échecs successifs qui font la valeur ajoutée que vous allez acquérir ou déjà engranger avec des projets en amont. Jean-Louis, là aussi, j'allais dire, voilà, ça y est, j'ai ma belle idée, Malika a créé une idée magnifique, effectivement, je ne doute pas qu'elle l'a déjà fait, mais qu'est-ce que tu lui conseillerais de mettre en place dans son entreprise maintenant pour vérifier que tout est en ligne, ou pas en ligne, justement, et comment corriger? Alors, déjà, je rebondirais tout à l'heure quand tu disais que les journées n'ont que 24 heures, je rajouterais que les semaines n'ont que 7 jours. Oh, c'est beau. Vous pouvez prendre ça en note, ce sera la pensée du jour. Comme ça. Non, c'est essentiel. Nous parlerons dans un petit déjeuner prochain de la relativité du temps. Pour moi, ce qui est le plus important, effectivement, alors c'est vrai que les créateurs d'entreprises, généralement sur leur première année, ont des objectifs avec des indicateurs. Souvent, après, ils oublient de les remettre à jour. Il faut avoir effectivement des indicateurs de jeu, ce qu'on appelle les indicateurs de gestion. Et ces indicateurs, alors d'abord, il faut pas en avoir 15 000. Faut pas copier les entreprises du CAC 40 qui vous font des tableaux de bord avec 15 000 indicateurs. Parce que quand vous en avez 15 000, vous en suivez aucun. Donc des indicateurs, effectivement, il faut en avoir 3, 4, 5 maximum.
En tout cas, moi, c'est ce que je préconise et quand j'accompagne mes clients, c'est ce que je mets en place. Et par contre, ces indicateurs, il faut qu'ils soient simples. Il faut pas passer la semaine à les calculer parce que si on passe le temps, ça c'est des choses aussi qu'on trouve beaucoup dans les grandes entreprises, c'est que ils passent des semaines à créer des indicateurs et ils passent 1 heure à les analyser. Moi, ce que je préconise, c'est que l'indicateur, effectivement, et avec les outils aujourd'hui, les indicateurs peuvent être tout à fait produits, je dirais, de manière automatique. Et par contre, il faut passer du temps à les analyser. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait d'humilité par rapport à son projet. Ben, effectivement, ben, il faut pas se mentir à soi-même. Moi, je parle toujours d'honnêteté intellectuelle. Face à un indicateur, effectivement, qui est complètement discordant par rapport à ce qu'on avait prévu, ben, faut savoir se poser la bonne question. Déjà, est-ce qu'il est bien calculé? Mais, et s'il est bien calculé, et s'il est pas bon? Moi, je dis toujours, je prends ce que je dis à mes clients, je leur dis, quand vous partez en vacances, déjà, je dis, vous commencez par définir votre destination. Parce qu'avant de faire votre valise, si vous partez sur le Mont Blanc et que vous avez votre valise avec des maillots de bain, vous risquez de rencontrer des difficultés. Et ensuite, donc une fois qu'on a effectivement son objectif, qu'on a fait sa valise avec ce qu'il faut, on a créé, on s'est fait le chemin, on sait qu'on va y aller. Alors si on y va en voiture, on sait qu'on va s'arrêter, qu'on va faire le plein, etc. et tout. Et tout ça, eh ben effectivement, on va le suivre. Et des indicateurs très simples. On regarde sa jauge d'essence. On avait prévu de faire son plein à tel endroit, mais si la jauge elle a descendu, eh ben ça veut dire effectivement que on s'est trompé. On a consommé plus que ce qu'on avait prévu, et ça vaut mieux s'arrêter faire le plein avant de complètement à l'arrêt. Voilà. Donc des indicateurs très simples qui se calculent automatiquement et qu'on regarde avec humilité. Je dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines. Ouais. Pour les artisans, souvent le problème, c'est qu'ils attendent la fin de l'année de voir leur expert comptable pour voir Charles, que... une réaction peut-être. Ouais, en fait, moi, j'aimerais quand même contraster deux choses. Déjà, par rapport au temps. La première chose, parce qu'en fait, c'est vrai que le discours global, il est toujours le même sur le fait qu'il y a que 24 heures dans une journée et qu'il y a que 7 jours dans une semaine. Pour le coup, c'est vrai. Et ben, j'aime bien contraster le truc en disant, moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme parce que, il y a aussi une autre façon d'entrevoir les choses. Moi, je vais être parfaitement honnête avec vous, je suis un gros feignant. Je suis un très gros feignant. Je ne fous rien. Je m'intéresse à plein de choses. Par contre, j'adore apprendre. Mais quotidiennement, au travail, je bosse 2 heures par jour. Pas plus. Voilà. Ça s'arrête à ça. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, moi, ma vision de l'entreprise, ça a toujours été la même. Ça a été de se dire, je monte une marche. Et dès que j'ai monté cette marche, que c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionnait, je trouve moyen de la rendre rentable et de mettre quelqu'un et de faire travailler quelqu'un sur cette tâche-là. Ça me permet finalement de développer mon entreprise, d'avoir l'esprit libre sur des vraies choses, parce que le vrai job du chef d'entreprise, c'est d'être stratège. C'est pas de faire de l'opérationnel, c'est pas d'être le nez dans le guidon pendant 12 heures par jour. Alors oui, si vous créez une toute petite PME et dont l'objectif c'est vous êtes indépendant, évidemment. Mais si vous souhaitez développer votre activité, vous ne pouvez pas rester le nez dans le guidon. Donc il faut très vite apprendre à être feignant et apprendre à sous-traiter et à devenir vraiment une star du sous-traitement, quoi. J'ai toujours entendu dire que les plus gros feignants étaient les plus gros travailleurs en réalité. Est-ce que c'est possible. C'est possible. Et la deuxième chose, j'aimerais aussi rebondir sur un truc qu'Erwan t'avait dit tout à l'heure en début de truc, qui est quand même très 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 important, parce que le mot humilité est revenu plusieurs fois. En fait, c'est vrai, c'est très important d'être humble par rapport à son idée et d'être humble par rapport à la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être rationnel. Il faut être extrêmement rationnel. Une qualité fondamentale d'un chef d'entreprise, c'est sa rationalité et son pragmatisme. Pourquoi? Parce que quand on a une idée, c'est bizarre. Encore une fois, comme notre cerveau fonctionne, on s'y attache émotionnellement. Et on peut s'y attacher très fort émotionnellement. Quand j'ai perdu une de mes entreprises en 2017, les gens autour de moi sont tous venus me voir. Ils me parlaient comme si j'avais vécu une perte humaine, comme si j'avais perdu mon frère ou comme si j'avais perdu ma sœur. Rien à voir, c'est un projet, on s'en fout. Des projets, il y en a un, il y en aura 10, c'est pas la question. Donc il faut être prêt constamment à prendre le recul sur soi nécessaire pour se dire, bon, de toute façon, la probabilité que j'ai tort, elle est immense.
Donc même si ça fait 2 mois que je me tords le cerveau pour essayer de trouver la meilleure manière de faire, il faut surtout pas se mettre de barrière avec tous les gens de votre entourage qui vous challenge. Et attention, tout le monde a un cerveau. Et souvent, le meilleur challenge, encore une fois, ça contraste avec, on va dire, ce qui est la pensée dominante. Il peut venir de votre mère, il peut venir de votre frère, il peut venir d'absolument n'importe où. Et souvent, en fait, il vient de personnes auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc surtout, il faut jamais prendre cette posture de se braquer, de dire oui, non, mais toi, tu connais rien, t'es pas de cet univers. Non. Si quelqu'un vous fait une réflexion dessus, dites-vous, attends, si lui, il a pensé ça, alors qu'il y connaît rien, pourquoi est-ce qu'il a pensé ça? Et si, en effet, vous avez le recul et la maturité nécessaire, justement, pour vous auto-challenger et ne pas être gavé par ces émotions, alors ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Hein. Je vois les hochements de tête à peu près généralisés. Alors, comment on fait toujours la promesse qu'on termine à 10h pile, parce que derrière, il y a une deuxième partie qui est autour d'un croissant et d'un café. Si vous avez des questions individuelles, vous avez les intervenants qui sont là pendant quelques minutes. On fait plus le jeu des questions-réponses avec la salle. C'est mieux de pouvoir, parce que vous avez aimé ce que Billy a dit ou que Erwan a dit, et vous allez plutôt avoir envie d'aller lui poser la question. Donc, c'est la deuxième partie autour des cafés et des croissants. Et comme il est quasiment 10h à l'heure, j'allais dire, moi j'aurais juste une question pour conclure. Il y aurait plein de choses qu'on aurait pu se dire parce que le sujet est vaste. Il est juste peut-être la brique essentielle. Si individuellement, et peut-être qu'on va démarrer à l'envers par Malika, désolé, c'est toi qui va. Si alors toi, c'est différent, tu vas lancer ton entreprise. Mais si tu avais une idée à toi, peut-être que tu vas pas vouloir la donner, hein, qu'est-ce que tu auras envie de faire en ce moment qui t'a paru? Est-ce que tu as vu un article, tu as vu quelque chose, un marché émergent, quelque chose que tu pourrais donner comme idée à part dans son projet d'entreprise, qui est à elle, hein, ne copiez pas. Voilà, mais j'allais dire, c'est toi. Qu'est-ce qui te semble un peu aujourd'hui où tu dirais, tiens, il faut aller regarder là. Tiens, il y a peut-être quelque chose sur toute. En tout cas, si je pense à mon projet et aux choses qu'on va pouvoir faire évoluer, parce il faut souvent se concentrer sur le trou dans la raquette. C'est ça. Ça a été dit effectivement. Ouais. Nous, en tout cas, on a un gros sujet sur la partie réglementaire. On se rend compte qu'il y a énormément de choses à aller creuser là-dessus, surtout quand on parle de gaspillage alimentaire, mais non alimentaire. Oui. Après, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais j'écris beaucoup en fait. Quand je me suis rendu compte que dans la journée, on avait plein d'idées, hein, et puis je pense qu'on est tous comme ça, on est en voiture, on pense à quelque chose, et puis on oublie après derrière. Et je me suis rendu compte que le fait d'écrire permet le soir de recontextualiser certaines choses, et puis de laisser décanter, et ensuite d'aller creuser un peu plus le sujet. D'avoir une voiture, et alors, truffé de post-it, pardon. Oui, et j'ajoute juste un point, on n'en a pas parlé, on a beaucoup parlé d'idées qui est un concept. Ouais. Je fais aussi référence aux personnes qui nous entourent. Je trouve que c'est vraiment intéressant de challenger cette idée ou ces idées avec d'autres personnes. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais l'association... On avait vu au moins 50 points de manière préalable à cette rencontre, mais on ne peut pas tout aborder, effectivement. Mais le sujet lié à l'association est aussi important. Alors, peut-être pas pour tous les entrepreneurs. Ouais. En tout cas, à titre personnel, c'était important pour moi de partir avec une personne de confiance, avec qui j'ai déjà travaillé pendant des années, et avec qui on est très honnête, et que les échanges qu'on aurait seraient très complémentaires et différent, avec un angle de vue complètement différent. Et tu me donnes aussi la perche pour ce que je voulais dire à la fin de ce petit déjeuner. Ça nous ramène sur le précédent qu'on a fait à Turing, les réseaux. J'allais dire, n'hésitez pas à aller challenger vos idées dans des réseaux, les groupements, n'est-ce pas, Madame la Présidente, du groupement des créateurs d'entreprise. Elle n'est pas lauréat du trophée créateur d'entreprise, non, Malika? Non. Pas encore. Non. Pas encore. Vous avez tous les réseaux. Donc ça paraît anecdotique, mais les réseaux c'est fondamental parce que je vois aussi là c'est la chambre de commerce. Voilà, j'allais dire, mais effectivement les réseaux c'est un endroit où vous allez peut-être pouvoir parler parfois en confiance. Alors après il ne faut pas lâcher toujours vos idées à vos voisins non plus. Hein. Mais j'allais dire cette acceptation du challenge. Quelqu'un qui vous dit ouais tu m'en parles depuis 10 minutes, je comprends pas. Ne serait-ce que ça, je ne comprends pas parce que je comprends pas l'idée. Mais c'est quoi la valeur ajoutée? Ça apportera réellement un plus. David, même question. C'est quoi, si tu devais là, te lancer demain, le marché, l'idée, peut-être pas l'idée précise, mais au moins le marché, la thématique. On est en train de parler de création d'entreprise, et la création d'entreprise a le vent en poupe. Ouais. Et ce qui va en poupe, c'est pour pouvoir que le créateur se consacre sur son cœur d'activité. C'est toutes les activités de service et de soutien, et sur lesquelles, typiquement, il y a 5 ans, quand on parlait d'administratif externalisé ou de soutien externalisé, ça paraissait un peu irréel, alors qu'aujourd'hui c'est un besoin, une nécessité, et les outils permettent de pouvoir le faire. Et il y a aujourd'hui ceux qui interviennent là-dessus cherchent de la ressource pour pouvoir
aider et épauler les dirigeants. Donc il y a plein de choses à créer à ce niveau-là. D'accord, ok. Billy, même question. Là, demain matin. Alors, je pense que ça dépend vraiment de chacun parce qu'il y a, en fait, là où on peut donner de la valeur ajoutée, donc c'est déjà là où on a évolué, là où on a des connaissances, là où on a pu aussi échanger avec des pairs et savoir où on se situe sur le marché. Puis il faut jamais oublier qu'une offre, un service qu'on va proposer, ça doit répondre à un besoin. Et en fait, avant de créer votre entreprise, il faut se demander est-ce que vous connaissez des personnes ou est-ce que vous-même vous avez ressenti le besoin aussi d'aller vers ce service que vous allez proposer. Parce qu'en fait, si personne n'en a besoin, on peut avoir une super idée, mais si personne n'en a besoin... Oui. C'est remettre le client au centre, le futur client au centre et de savoir réellement s'il y a une écoute et une réceptivité à l'idée. D'accord, merci Billy. Jean-Louis, qu'est-ce que tu as envie de créer sur quel marché ou sur quel... Non, c'est plus quelque chose c'est plus une réflexion sur le fond, sur l'entrepreneuriat. Chose que je rencontre malheureusement trop souvent, c'est le patron qui est son patron et qui considère qu'en tant que patron qu'il a besoin de l'aide de personne. Moi, j'ai jamais rien fait tout seul. Et il faut savoir se faire entourer, alors soit par des collaborateurs, soit par des services externes. Et c'est pas parce qu'on est patron de son entreprise que on n'a pas besoin d'aide. Les gens qui maîtrisent tout de A à Z, de la technique au commerce, en passant par la gestion, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Et que effectivement, il y a des coachs, il y a plein de choses. Et juste dernier point, se méfier justement de la solitude du dirigeant qui, tout seul dans son coin, n'écoute plus ce qui se passe autour. Et pour ça, les réseaux, les syndicats, voilà, tout ce qui existe, c'est pour moi indispensable. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Erwan, alors c'est quoi la bonne idée que tu as quelque part en stock J'essaie d'être pragmatique. C'est pas l'idée du jour, mais il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé. Simplement, ça me passionne pas, donc j'y vais pas. C'est qu'il y a des projets dans lesquels, au lieu d'avoir une marge entre un produit et des charges, et ben on va pouvoir générer des produits en récupérant la matière première. Je m'explique. Il y a deux choses que j'ai identifiées, c'est le reconditionnement de marc de café en pseudo boîte chauve par exemple. On se fait payer pour récupérer on n'est pas très loin. de café. On n'est pas très loin. Et le concassage de noyaux, d'usines, de compotes, de tout ça pour faire du gravier, pour faire des allées de votre garage. J'ai toujours trouvé ça absolument génial de se faire payer pour récupérer sa matière première. Donc voilà, de creuser. Il y a des trucs à faire. Je vais en parler avec Malika, je pense qu'elle a un business plan de 70 pages à vous faire lire. À moins qu'il soit top secret, effectivement. Ouais, il est top secret. On peut comprendre. Mais il a déjà beaucoup. Charles, j'ose même pas poser la question. Sur quoi on peut se lancer dans les... J'avais pas prévu d'en parler Non, peut-être mais moi, depuis, là, c'est vraiment le sujet du jour en ce moment, le délire dans lequel je suis. Je suis en train d'essayer de connaître le cerveau humain. Concret, par l'intelligence artificielle. En fait, depuis quelques temps, je m'amuse, le soir, quand ma fille est couchée, à recréer une version de moi-même d'il y a 20 ans. Vous savez, c'est bien qu'il travaille pas. Il nous a dit qu'il travaille tout le temps. C'est pas du travail, ça, Et en gros, ce que je fais, c'est que j'ai récupéré des gigas de conversations, de mes conversations MSN de moi entre 2004 et 2005, et j'apprends à une IA à copier mon style de langage, à apprendre mes traits de personnalité, et à ingurgiter toute ma connaissance de cette époque-là, parce qu'en fait, on passait tellement d'heures et d'heures et d'heures et d'heures à parler. Et donc là, j'arrive à une première version de moi-même, avec qui je peux discuter, qui est moi il y a 20 ans. Et c'est hyper troublant, parce qu'en fait, il est capable de répondre, il se souvient de choses que moi j'avais complètement oubliées. Il parle exactement comme moi je parlais à l'époque, donc c'est terrible, c'est des yéyé poteaux, ça va. Enfin, c'est terrible à écouter. Et en fait, je pense que d'un point de vue business, ça peut être dingue parce que ça entrevoit malgré tout des choses extraordinaires. Parce que quand on va pouvoir vraiment dupliquer le cerveau de grands penseurs, de philosophes, de scientifiques, et qu'on va pouvoir les interroger en temps réel et finalement, d'une certaine manière, conserver ad vitam aeternam ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont dans leurs esprits, je pense que ça va entrevoir des choses incroyables. Et là, vous avez compris pourquoi Elon Musk a racheté Twitter. C'est pas du tout pour Twitter, c'est pour acheter les commentaires, vos échanges depuis 20 ans. Voilà. Je vous propose de clore là-dessus parce qu'à 10h05, à 10h04, on est même un tout petit peu en retard. Si on peut applaudir nos intervenants. Merci.